Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le point de littéraire, une fois de plus, votre rendez-vous hebdomadaire avec des voix qui pensent, écrivent et transforment notre monde. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un jeune auteur engagé, passionné par la paix et les relations internationales, dont la plume interroge les silences diplomatiques et éclaire les chemins de réconciliation. Lui, Marie-Hervé Zoua Essengue. Son ouvrage est intitulé « L'État du Vatican, Saint-Siège et la construction de la paix en Afrique », publié à la collection Paix chez Ediclic. Ce livre propose une réflexion profonde sur le rôle du Vatican dans la résolution des conflits africains à travers une approche théologique et diplomatique. L'auteur explore comment le Saint-Siège, sous l'impulsion du pape, s'investit dans la médiation, la réconciliation et le dialogue interreligieux sur le continent, marqué par les tensions ethniques, politiques et même religieuses. Le livre s'appuie sur des exemples concrets du Rwanda à la République démocratique du Congo, du Soudan à la Centrafrique pour montrer comment la diplomatie pontificale, bien que non armée, agit comme levier moral et spirituel dans la construction de la paix. L'auteur met en lumière les outils du Vatican, les visites papales, les discours, les organisations non gouvernementales catholiques, les commissions de réconciliation, tout en soulignant les défis contemporains comme le terrorisme, la pauvreté et les régimes autoritaires. Louis-Marie-Hervé Zoua Essengue est né à Yaoundé. C'est un étudiant en théologie à l'Université catholique d'Afrique centrale, membre actif de la Société des œuvres africaines et auteur de plusieurs articles scientifiques sur la paix. Son engagement trouve racine dans la visite notamment du pape François au Cameroun en 2015, événement déclencheur d'une vocation intellectuelle et même spirituelle. Aujourd'hui, il est avec nous pour parler de son livre et sa démarche, ainsi que de sa vision d'une Afrique réconciliée où la foi dialogue avec la politique et où la paix devient une œuvre collective. Installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits, le point littéraire commence maintenant. Louis-Marie-Hervé Zoua Essengue, bienvenue. Oui, merci. Vous êtes né en 97, c'est cela? Effectivement. Vous êtes encore tout jeune. On a rappelé que vous êtes un amateur d'histoire de l'Église et surtout des relations internationales. Vous voyez votre passion pour la lecture grâce à des auteurs comme Saint-Augustin, Joseph Ratzinger, Angèle Benvin. Pour produire, vous êtes un pur produit du petit séminaire sans Joseph Desfock. Je connais parfaitement. Vous avez commencé à vous intéresser à l'État du Vatican avec la visite du pape Benoît XVI au Cameroun. C'était en 2009. Effectivement. Voilà, parce qu'il fallait apporter cette précision. Vous êtes doctorant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Vous avez débuté la rédaction de cet ouvrage en 2021, c'est-à-dire 4 ans aujourd'hui, avec la visite notamment du secrétaire d'État du Saint-Siège au Cameroun, visite consacrée uniquement aux questions de paix en Afrique. Bienvenue en tout cas une fois de plus. Merci. Voici un livre de 400 pages. Vous êtes si jeune. Première question, pourquoi avoir choisi le Vatican comme prisme pour analyser la construction de la paix en Afrique? J'ai choisi le Vatican comme prisme pour les questions de paix en Afrique parce que c'est un acteur oublié, mais qui est très engagé sur le terrain. Oui. Et donc il fallait démontrer que cet acteur contribue à la construction de la paix en Afrique. Oui, l'Église catholique. L'Église catholique en arrière-plan, mais le Vatican parce que chez nous, les juristes, il n'y a que 2 entités qui ont la prestance en droit et en relations internationales, notamment l'État et les organisations internationales. Oui. En la matière ou en l'espèce, est-ce que le Vatican c'est une organisation internationale? Non, c'est un État. Oui, l'État du Vatican. L'État du Vatican. C'est la raison pour laquelle nous avons mis l'État du Vatican en avant.
Saint-Siège, entre parenthèses, parce que c'est le gouvernement de l'État du Vatican. Et c'est le gouvernement centralisé qui donne le ton aux autres institutions qui existent. Oui. C'est-à-dire les représentations de l'Église catholique dans le monde. Vous avez choisi d'indiquer dans quelle mesure l'État du Vatican agit au quotidien pour le maintien et la consolidation de la paix en Afrique. Alors tout de suite, une autre question nous arrive. Comment le pape incarne-t-il, selon vous, une diplomatie pontificale active en Afrique? Dans quelle mesure? Bon, déjà à l'interne, le pape, qui est le chef d'État, il a une double casquette. Il est chef d'État et en même temps, il est le chef d'une communauté religieuse, la communauté catholique. Vous voyez un peu? Tout à fait. Oui. En tant que chef d'une communauté religieuse, le pape est unité. Le pape est un principe d'unité entre tous les chrétiens. Et catholique, je précise. Catholique. Et en latin, on l'appelle, il doit être principes unis, quelque chose comme ça. Donc il est d'abord paix en lui. Et sa fonction de pape lui exige d'être un artisan de paix, un apôtre de paix, un sportif de paix. Et c'est avec cette casquette que le pape, la voix du pape se fait entendre dans le monde sur les questions de paix. Vous êtes à l'université de Yaoundé de Soie, vous étudiez les questions, vous êtes en faculté juridique. Alors pourquoi et comment est-ce que vous vous intéressez particulièrement à cette diplomatie pontificale? Quel est le trait, le parallèle que vous faites rapidement entre les deux? Déjà, vous savez que c'est un État. Et un État, les États sont régis par le droit international et les relations internationales. C'est qu'on étudie en faculté de sciences juridiques et politiques, les relations internationales. C'est vrai. Oui. Donc, le Vatican étant donc un maillon fort pour la construction de la paix et un acteur oublié, comme je vous ai dit, j'ai choisi de m'intéresser à qui sont ces hommes qui sont toujours à Rome, mais qui communiquent la paix et qui véhiculent la paix, qui participent à travers des mécanismes à la résolution des conflits, tels que les médiations, tels que des bons offices, les arbitrages. Vous voyez. En première partie, vous avez choisi d'abord de présenter l'État du Vatican. Quels sont les éléments clés qu'il faut savoir sur l'État du Vatican? Les éléments clés, comment? Les éléments clés, notamment, que ce soit le statut juridique. D'abord, un break et on revient. Hello! Avec Momo Helep, emprunte jusqu'à 100 000 francs pour effectuer tes transactions et rembourse plus tard. Souscris au étoile 126, étoile 61 dièse. De façon simple, que faut-il savoir de l'État du Vatican? On sait que c'est peut-être le plus petit État dans le monde, même en termes de population. Bon, en fait, l'État du Vatican est le plus petit, mais le plus grand. Pourquoi le plus grand? Il est le plus grand parce que, vous voyez, en droit international ou en relation internationale, il y a un principe qui voudrait que lorsque une institution d'un État est dans un autre État, cette institution-là soit considérée comme appartenant à cet État-là. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Oui. C'est-à-dire, comme l'ambassade peut-être de France est là, ce n'est plus le territoire camerounais, c'est le territoire français. Vous voyez? Et essayez donc de voir le nombre de représentations diplomatiques que le Saint-Siège peut avoir dans le monde. Vous voyez toutes les églises, toutes les institutions. À travers le monde, ce procédé, notamment en Afrique. En Afrique, oui. Vous voyez tous ces procédés, vous voyez les universités catholiques et tout. Si vous essayez de faire la somme de tous ces terrains, vous allez vous rendre compte que le Saint-Siège n'est pas si petit que ça. Donc, c'est un État qui a au sommet un chef d'État, le pape, qui véhicule la paix, parce que la paix est une des missions de l'État du Vatican. Il y a l'évangélisation, il y a la paix, il y a l'éducation également.
Oui. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Ouais. Et il faut reconnaître également que vous avez présenté les éléments à travers lesquels l'État du Vatican agit pour la promotion de la paix, et notamment les visites du pape dans les pays. Il y a également d'autres formes qui existent. Oui, l'ouvrage en lui-même est rédigé en 2 tomes. Oui. Vous avez le tome premier qui parle de la contribution singulière de l'État du Vatican, le Saint-Siège, à la construction de la paix en Afrique. Cette contribution singulière se fait à travers la promotion. Oui. Maintenant, en parlant de promotion, nous avons des procédés de promotion, nous avons les institutions de promotion, vous voyez, telles que au niveau central, les institutions de promotion de la paix, nous avons le pape en lui-même, et avec tout ce qui suit, c'est-à-dire ses homélies, ses publications. Qui appellent régulièrement à la paix, à la consolidation de la paix. Oui, nous avons sur le plan déconsacré les nonces, qui sont les représentants du pape, tant pour moi, qui contribuent également à la construction de la paix. Oui. Vous voyez nos nonces apostoliques actuels au Cameroun, Monseigneur José Avelino Botancourt, qui s'égousit à aller dans les régions. Avec la situation que le Cameroun rencontre, notamment dans les régions anglophones. C'est ça. Également, au niveau décentralisé, que ce soit au niveau général, continental, nous avons la CIM, qui est le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique. Maintenant, au niveau régional, nous avons les différentes conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud, vous voyez, qui, autant que peu, essayent de se battre. De suivre cette dynamique. Oui, pour la construction de la paix. Ça, c'est au niveau de la promotion. Et au niveau de la protection, nous avons la protection déjà beaucoup plus morale. Toujours rappeler aux gens que tuer n'est pas bien et faire ceci, c'est une protection à la paix. Oui. Et on termine avec la diplomatie pontificale. Une diplomatie qui est basée sur l'écoute, qui est basée sur les visites pontificales, qui est basée sur les journées mondiales de la paix, qui est basée sur la maîtrise des mécanismes politiques et diplomatiques tels que les bons offices, comme j'ai allé dire, la médiation, la négociation, l'arbitrage et les accords, c'est-à-dire les accords de paix. Nous avons eu des accords de paix. Au Congo, par exemple, c'est un accord de paix ce sont des accords de paix qui ont changé le régime congolais avec Kabila. Il y a eu un accord de paix signé avec le nonce et le régime pour qu'ils puissent remettre le pouvoir de façon démocratique. Donc tous ces contours contribuent à la construction de la paix. Il faut dire que vous avez pris plusieurs exemples de pays où le Saint-Siège a contribué efficacement. Si on prend par exemple le Rwanda, on se rend compte quand même que la contribution du Saint-Siège a été un tout petit peu mitigée au niveau des interprétations. Est-ce qu'on peut dire que là-bas, et ça c'est à classer à l'actif des limites, d'ailleurs que vous mentionnez dans votre livre, pour dire que vous ne dites pas simplement que tout est bien. Oui. Il y a la lenteur parfois du Saint-Siège qui est à noter dans la prise de décision, dans la prise de parole et même le passage à l'acte. Oui, il y a justement cette lenteur parce que nous avons certains qui se prennent comme des demi-dieux également, au lieu d'agir tel que la mission est recommandée. Il faut le dire ainsi. Mais ce qu'il faut relever, c'est que la mission de contribution de paix finit toujours par surgir malgré toutes ces lenteurs. Même s'il est tard, il y a un proverbe qui dit mieux vaut tard que jamais. Donc, il se bat toujours à rétablir la paix et c'est vraiment encourageant de le voir. Que ce soit le Saint-Siège de façon centralisée ou que ce soit avec ces entités internes telles que les mouvements de San Egidio qui a
déjà eu à ramener la paix dans 4 pays africains, notamment le Mozambique, Oui. La République centrafricaine, le Soudan du Sud et un dernier qui m'échappe là. Donc, ce sont des entités qui œuvrent réellement pour la paix, la construction de la paix en Afrique. Il faut dire qu'aujourd'hui, on fait face à de nouveaux défis comme le terrorisme religieux ou même les migrations. Comment le Vatican peut-il adapter son action, notamment avec des thématiques comme celle-là, précisément, sur des domaines comme l'immigration et même le terrorisme, l'extrémisme religieux? Oui, parlant des migrations, précisément, vous voyez, il y avait une note ou un livre, Monseigneur, l'archevêque de Douala, Cléda, qui avait essayé d'écrire sur le phénomène migratoire en Afrique centrale. Il y avait une séance de travail entre les évêques de la CERAC en Guinée équatoriale, à Mongomo. C'était en 2022, où les évêques de l'Afrique centrale s'étaient associés pour essayer de penser et de réfléchir sur le phénomène migratoire. Et dans ce livre-là, ils ont eu à donner des pistes de solutions et des analyses pour cesser le phénomène migratoire, pour concentrer les jeunes dans leur pays et les employer. Oui. Donc je pense que si les gouvernements essayent d'écouter ce que les évêques ont eu à rédiger, je pense qu'on aura des solutions pour éviter la fuite des cerveaux. Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie spirituelle aujourd'hui peut rivaliser avec la diplomatie classique? Vous qui étudiez notamment en relations internationales. Bon, puisque l'État du Vatican, c'est un État assez particulier, vous voyez, qui en même temps a sa diplomatie spirituelle et applique également la diplomatie classique. Donc, c'est un État qui a enchevêtré entre ces deux diplomaties. Oui. Comment s'est effectué le travail de recherche? On a dit depuis 2021, vous avez décidé de commencer à écrire, à passer à la rédaction de cet ouvrage. Comment, sur le terrain, on a mené les travaux jusqu'à arriver à ce produit fini de 400 pages à peu près? Bon, déjà, vous savez, pour pouvoir rédiger sur le Vatican, c'est un secteur un peu trop fermé. Oui. C'est pas évident. On parle très peu. Donc, fallait analyser les accords de paix par là. Oui. Fallait analyser les accords de paix. Et par exemple, les accords qu'on avait, l'accord cadre qu'on a célébré l'année passée, où le ministre des Relations extérieures du Vatican était au Cameroun. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Mais il fallait étudier tous ces accords déjà, aller à l'annonciature, essayer d'aller dans les bibliothèques. Oui. Là, à l'université catholique, parfois même sortir du pays, vous voyez. Il fallait sortir du pays, oui, pour faire des recherches. Et il fallait le faire pendant 3 ans, essayer de canaliser ses idées et pouvoir produire quelque chose. Oui. Les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre parcours, c'était quoi précisément? Vous savez que sortir du pays n'est pas facile pour les Camerounais moyens. Oui, voilà la. C'était à vos propres frais? Bien sûr. À mes propres frais. C'est la première difficulté. Bon, et deuxièmement, il y a l'accès. Il y a des gens qui sont réfractaires à ces thèmes. Vous voyez, parce que il y a des gens qui voient le Vatican d'un mauvais œil. Vous voyez. Donc, c'est autant de difficultés que nous avons eu à rencontrer. Mais je pense que le plus important, c'est que l'ouvrage soit déjà monté et qu'il soit prêt à... qu'il soit au plaisir du lectorat. Oui. Quelle est la place des églises locales africaines dans cette dynamique de paix impulsée par le Vatican à Rome? Les églises locales ont un rôle déterminant à jouer. Déjà parce que c'est vrai, c'est le Vatican qui couvre en tant qu'État, mais les précisions sont plus au niveau des églises locales. Oui. Que ce soit peut-être à travers les homélies
que ce soit à travers les lettres pastorales, les visites. Oui. Les pasteurs, quand je dis pasteur, c'est avec grand P, hein, donc que ce soit les évêques, les prêtres et tout le monde, doivent être au service de cette paix-là. Et la paix devrait d'abord commencer avec ces églises locales-là, oui, avant d'espérer appeler. On a traversé une période un peu compliquée. La présidentielle, c'est désormais le passé, mais on a quand même constaté pendant cette période-là que plusieurs prélats de l'Église catholique ont dû prendre la parole avec autorité sur certaines questions. Et dans les analyses, plusieurs estimaient qu'ils n'étaient pas dans leur rôle. Est-ce que là, le prélat qui s'intéresse aux questions de paix et de sécurité dans un État, est-il véritablement dans son rôle? Bien sûr. Les prélats qui s'intéressent aux questions de paix et de sécurité sont dans leur rôle. Puisque le rôle du prélat déjà est d'abord d'être, on peut le dire, un éveil de conscience. Oui. Vous voyez un peu, le prélat a pour mission de ne pas rester enfermé dans l'église. Là, c'est que nous n'adoptons plus la théorie de l'évangélisation. Le prélat doit pouvoir s'intéresser aux questions du monde actuel pour pouvoir ramener les âmes perdues. Oui. Vous voyez un peu. Donc, ils étaient dans leur rôle et ce sont également des citoyens camerounais d'après tout. Oui. Donc, sur ce plan, ils sont libres de donner leurs opinions sur la marche de la République. Sur la marche de la République. Quels sont, d'après vous... Qui n'engagent pas forcément l'Église. Qui n'engagent pas l'Église. Forcément, oui. Mais sous la touche quand même de prélat dans une église. Reste à savoir si c'était sous la touche de prélat ou bien c'était sous la touche personnelle ou civique. Oui. Si vous passez le message du dimanche, c'est que là, vous êtes dans l'enceinte de l'église. C'est difficile quand même de dissocier les deux espaces et votre message. C'est la difficulté qui reste. Voilà toute une affaire très compliquée. Mais quelles sont les limites finalement qu'on peut observer dans la démarche de l'Église catholique à travers notamment les organisations non gouvernementales catholiques et d'autres structures qui existent pour notamment faire la promotion et même la consolidation de la paix? Quelles, d'après vous, sont les limites? La première difficulté, c'est déjà que ce sont des institutions beaucoup plus à valeur morale en ce qui concerne les autres, vous voyez. Oui. Lorsqu'on le retire du plan interne, c'est-à-dire que les prêtres eux-mêmes, mais vous êtes conscient que si un évêque vient vous dire maintenant que vous devez faire ceci, vous allez peut-être le faire par obligation morale. Sinon, vous n'êtes pas tenu de respecter ce qui... C'est ça la première difficulté. Il y en a d'autres? Ou c'est la seule? Il y en a d'autres. D'autres, c'est que les autres, on peut également dire que en allant entrer en certaines institutions, ces institutions restent des mains inefficaces. Oui. Vous voyez. Ou bien sont trop focalisées au Vatican. Ils ont moins d'impact au niveau sur le terrain, oui. Oui, surtout au niveau de l'Afrique. Oui. Donc, revoir cela. Parlons un peu du dicaster pour le développement humain intégral. C'est un dicaster qui a été mis sur pied pour les questions de paix. Oui. Vous voyez. Si on prend également le dialogue interreligieux, mais vous allez voir que dans la pratique, ce sont des institutions qui existent, mais dans la pratique, ces institutions sont beaucoup plus focalisées au Vatican. Et lorsqu'il y a des conflits, c'est où ils peuvent peut-être arriver 6 mois après, 1 an. Il n'y a vraiment pas ce dynamisme. C'est ce qu'on déplore. Et pour un continent comme le nôtre, qui est un continent ayant près de 200 millions de catholiques, il faudrait que le Vatican essaye encore d'améliorer sa diplomatie à ces niveaux et de s'imprégner pour remplir leur mission de paix dans le monde et en Afrique en particulier. Vous avez fait un travail pendant plus de 3 ans. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question, vous, est-ce que l'Afrique un jour pourra espérer avoir un pape noir? Bien sûr.
Vous savez, la papauté demeure un mystère. Le jour que le pape noir va surgir. C'est tout ce que je peux dire. Confus la question. Le jour que un pape noir va surgir. Tout un jour peut-être. Un jour. L'État du Vatican, c'est un siège et la construction de la paix en Afrique. Louis-Marie Hervé Zouaïsengue. Alors, le livre sera présenté demain à Yaoundé. Tout à fait. Où exactement? Comment est-ce qu'on fait pour arriver là-bas? Qu'est-ce qui nous attend? Le livre sera présenté à la conférence épiscopale nationale du Cameroun en Volier. Oui. Lorsque vous arrivez au carrefour Croix Statue, vous prenez la montée. À droite, vous allez voir la conférence épiscopale nationale. La cérémonie de dédicace commencera à 14h. Oui. Et qui sont invités? Bon, nous parlons des questions de paix, donc tout le monde doit se sentir concerné déjà. Ce n'est pas seulement l'église. Non. Ou le prélat. Non. Nous parlons des questions de paix. Les questions de paix engagent tout le monde. Oui. Donc, nous invitons tout le monde à se joindre à nous, que ce soit les ambassadeurs, les prêtres même, les corps constitués nationaux et tout le reste. Les acteurs civils, politiques, les acteurs militaires même pour venir s'abreuver à la source de ce que c'est que l'État du Vatican et la construction de la paix en Afrique. Entrée libre pour tout le monde. Le livre, il sera également disponible là-bas. Ça, c'est une certitude. Pourquoi est-ce qu'il faudrait lire ce livre? Pourquoi? Pour quelle raison? Déjà, il faudrait lire ce livre parce que tout homme est appelé à se cultiver. Oui. Également, il faudrait lire ce livre pour voir, comme je l'ai mentionné au début, un acteur oublié, mais qui agit dans l'ombre pour la construction de la paix en Afrique. Aujourd'hui, lorsque vous avez tenu le livre entre vos mains, s'il y avait des éléments à ajouter ou à enlever, ce seraient lesquels? Pour l'instant, je n'ai rien à ajouter ni à enlever. Pour vous, c'est le livre parfait? Pour le moment. Est-ce qu'on envisage la suite? Oui, on envisage la suite. C'est-à-dire un autre tome? Oui, le tome 3, mais ce sera après l'action du pape actuel, si Dieu nous prête vie. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que je n'ai pas fait de postface, mais il y a une préface. Ça veut dire que j'ai laissé le soin à chacun de se faire sa petite idée. Et il y a ça également que j'ai laissé le soin de pouvoir recommencer après. Oui. Ouais. Donc ce n'est pas un sujet clos. Oui. C'est un début de réflexion qui pourra se poursuivre dans des autres éditions. Tout à fait. Alors vous êtes encore, je ne vais pas dire jeune, mais on devine tout de suite que vous êtes de l'église catholique, vous avez fait le petit séminaire. Pourquoi après le petit séminaire n'avoir pas continué? Peut-être c'est une question personnelle. C'est une question personnelle, je n'ai pas ressenti l'appel. Vous savez, être prêtre, c'est pas anodin, ou évêque, ou pape. C'est question, chacun a sa vocation lorsqu'il est créé sur terre. On a des enseignants qui n'ont pas fait l'enseignement, qui se retrouvent dans d'autres métiers, conséquent, ils ne parviennent pas à bien enseigner, inculquer les connaissances. Donc, chacun a sa vocation. Moi, je me dis que ma vocation, c'est beaucoup plus sur la recherche et l'enseignement. Peut-être loin des paroisses et tout. Je n'ai pas voulu être prêtre parce que je n'ai pas ressenti l'appel au fond de moi. Voilà qui est sincère. Il me reste plus qu'à vous remercier. Y a-t-il un numéro de téléphone à travers lequel on peut vous contacter directement, peut-être pour avoir le livre? Y a-t-il un numéro ou bien même qui sur terre pourrait vivre sans numéro de téléphone, hein, allez-y. Allez-y. Donc le numéro c'est le 695 24 38 89. Oui, vous reprenez le numéro. 695 24 38 89. On a dit la dédicace c'est demain à la conférence épiscopale. C'est précisément à 14h.
Tout le monde est libre de venir découvrir ce que c'est, du moins, quel est l'arsenal d'institutions et d'organes que l'État du Vatican mobilise pour la construction de la paix. Et le cas spécifique de l'Afrique, vous avez cité d'ailleurs plusieurs pays, Oui, Rwanda. j'oubliais même, parce que vous voyez, cet ouvrage n'est que la conception, c'est une conception théorique. Oui. Et c'est un peu un vademecum d'une académie de paix que nous voulons mettre sur pied. Oui. Vous voyez, cette académie de paix devra s'inspirer de cet ouvrage. Oui. Donc, la venue de la dédicace de demain sera également un temps pour présenter ce projet d'académie à l'appréciation du public, afin que ce soit un projet de tous et que cette académie de paix puisse voir le jour. Louis-Marie Hervé Zoa et Sengue, merci d'être passé à la radio et surtout bonne dédicace. Merci. Et on espère de beaux jours et de bons jours pour ce livre, L'État du Vatican, Saint-Siège et la construction de la paix en Afrique. C'est aux éditions Ediclic. Je dois avouer que c'est une bonne chose. Je pense que la première quand même, ou parmi les premières éditions notamment de la jeune maison d'édition Ediclic. Merci et bonne suite. Peut-être un dernier mot pour la route. Il ne reste qu'à remercier tous nos auditeurs et de souhaiter une santé, bonheur et prospérité à tous les Camerounais et aux Africains en général. Merci. Pause. You're making me guess that you're the one for me. That it's you that I guess that I wanted to know all along. Girl, it's you that I want, that it makes me complete, 'cause you're the one for me. It's next to you that I guess that I want you to know I belong.
to know all along. Girl, it's you that I want, that makes me complete, 'cause you're the one